Good morning, mes petits marque-pages, ici métaphorique. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est le cas. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette première vidéo de la chaîne qui sera dédiée à mes retours littéraires. C'est-à-dire que je vous ferai une présentation du livre que j'aurai lu et plus particulièrement des livres que j'aurai appréciés. Il y aura sûrement d'autres chroniques et thèmes de vidéos plus tard, par exemple sur des auteurs ou sur des listes spéciales ou des cycles qui m'ont marqué. On verra bien comment évolue la chaîne ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai plein d'idées. Et avant de commencer, 5 petits points que je vais aborder très brièvement. Déjà, 1, ce n'est pas un test, une review ou autre. Je ne suis pas journaliste. 2, c'est très subjectif et ça n'engage que moi. 3, il n'y aura aucun spoiler, c'est très important. Le but de cette chronique est bien de vous donner envie d'acheter le livre ou de le lire, et ce n'est pas une réunion de personnes qui se réunissent afin d'échanger sur un livre qu'ils ont lu en commun. Par exemple, ça peut être une autre vidéo plus tard. 4. Cette chronique suit un chemin logique et chronologique grâce à des parties que j'ai imaginées et travaillées, du moins je l'espère. 5. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si cela vous plaît. C'est comme ça que vous allez soutenir la chaîne. Et surtout, exprimez-vous dans la section commentaires. Dites-moi si vous avez des idées, des suggestions ou autres remarques. Tout est possible du moment que l'on reste dans le respect et que c'est constructif. Allez, sans plus attendre, commençons. Regardez sur la droite, j'ai déjà tout préparé afin de vous présenter le livre de façon générale. Donc on va parler de l'Alliance de Fer, qui est le cycle du livre, et le titre c'est le tome 1, Le Paria. Attention, nous allons remplir cette fiche. L'auteur est Anthony Ryan. C'est un auteur écossais qui écrit de la science-fiction et qui écrit de la fantasy. Il est arrivé en France en 2014 avec le cycle Bloodsong et je me rappelle encore le tapage qu'avait fait Brajlon à l'époque et je pense que finalement ils avaient raison, ils avaient senti parce que c'est un vrai succès et aujourd'hui Anthony Ryan il s'est imposé et c'est un classique dans la fantasy. Alors, la petite anecdote quand même qui est sympa, c'est qu'Anthony Ryan au début a dû s'auto-éditer. Et oui, avant de rencontrer le succès qu'on lui connaît. Attention, ceci est réalisé par un professionnel. C'est quand même très très peu recommandé de s'auto-éditer. La plupart du temps, ils disent bien que si les éditeurs ne veulent pas vous éditer, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que J.K. Rowling et Anthony Ryan sont des exceptions qui confirment la règle. Au niveau des livres marquants, je vous ai parlé de Bloodsong. Nous avons ensuite Dragon Blood en 2017. Donc là, c'est carrément un autre cycle que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et ensuite, nous avons eu Ravenblade, qui est une suite directe à Bloodsong. Et là, on est sur l'Alliance de Fer. Voilà, donc il ne s'arrête pas et la plupart du temps, il rencontre quand même beaucoup de succès. Certains lui reprochent d'être un petit peu dans de la fantaisie dite facile ou classique, mais moi j'apprécie beaucoup du moment que c'est cohérent et que ça fonctionne, ça me va. L'éditeur c'est Brajlon. On peut retrouver au prix de 25 euros l'édition brochet, c'est-à-dire le grand format, 9 euros le livre de poche et 6 euros l'e-book. Au niveau de mes pages préférées, j'ai trouvé sympa de vous les mettre. C'était la page 336 et 337, Réalité de la guerre, je les ai appelées. Et oui, notre héros connaît vraiment une bataille rangée et on n'est pas dans de la fantaisie où le héros sait tout faire en claquant des doigts, pardon. Il y a une vraie peur qui s'installe, un stress qui vient le ronger. J'ai trouvé ça vraiment prenant. Au niveau du narrateur, on est à la première personne. Je préfère le préciser. Pour certains, ça va un petit peu gâcher l'expérience ou les déranger. On est bien sur quelqu'un qui raconte son histoire, donc il parle à jeu. Au niveau d'une citation particulière, j'ai envie de vous parler de la page 375 et elle dit: le prochain service que vous solliciterez de ma part vous coûtera bien plus cher. Si jamais vous lisez le livre, vous verrez, cette phrase n'est pas anodine et elle sera marquante. Voilà. Au niveau du résumé sans spoiler, franchement, je n'ai pas pris le quatrième de couverture car je trouve qu'il va bien trop loin dans l'histoire. J'en ai un petit peu marre de ces quatrièmes de couverture qui dévoilent trop de l'histoire. On est aux trois quarts du livre et on peut encore reconnaître des mots de la quatrième de couverture. Normalement, ce n'est pas leur rôle. Écoutez, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Attention, hein, vous avez vu, je me fâche très fort. Mais bon, voici mon résumé qui va vraiment parler juste des premières pages du livre. Nous suivons la vie d'Alwyn Scribe. Il est accueilli enfant par une bande de hors-la-loi. Ce groupe dysfonctionnel lui servira de famille tout en lui apportant les bases de compétences essentielles qu'il détient aujourd'hui. Il forgera également son caractère distinctif qui sera décisif lors de choix cruciaux. Cependant, un événement va venir interrompre sa vie actuelle et sa formation de brigand pour l'emmener vers son vrai destin,
Du moins, c'est ce qu'il espère. Finalement, nous aussi. Voilà pour mon résumé. Il y a simplement quelque chose que j'aimerais préciser car je l'ai vu dans certaines critiques critiques négatives d'ailleurs sur certains sites et je ne peux que les rejoindre. À l'arrière du quatrième de couverture, vous savez que maintenant il est eh bien de, de bon augure de mettre des personnes ou des grands journaux qui mettent une petite critique pour dire aux gens de l'acheter s'ils ont confiance dans ces auteurs ou ces journaux. Il y en a une qui dit par rapport au Publisher Weekly, avec une intrigue habile et sans concession, ce roman est un morceau de choix pour les fans de George R.R. Martin. Écoutez, c'est complètement faux, on n'est pas du tout dans du Game of Thrones, je préfère vous prévenir, il n'y a pas d'enjeu politique où on a 50 000 royaumes qui se battent pour quelque chose, on est bien dans un récit de vie qui va se faire et se réaliser sous forme d'aventure. Voilà. J'espère que ce petit résumé vous a plu. On va passer directement à la suite qui est la météo du mood. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous l'explique juste après. Attention, jingle. La météo du mood. Hello! Voilà, on se retrouve. Je suis dans mon petit nuage, comme vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce que c'est que la météo du mood? Eh bien, après avoir échangé avec plusieurs personnes autour de moi, que ce soit des amis ou de la famille, il semblerait que l'humeur soit déterminante dans nos choix de loisirs. Par exemple, dans les séries, dans les films, ou ce qui nous intéresse ici, les livres. C'est-à-dire que, eh bien, de temps en temps, on se dit, ah, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de lire ça, j'ai peur que ça me mette pas bien, je suis pas dans le bon mood, ou à l'inverse, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et ce livre-là, ah, je suis vraiment dans un mood où j'ai envie de ce genre-là, j'ai envie d'un gros livre de fantasy qui tâche avec un gros cycle, ce genre de choses. Et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Mais du coup, comme ça peut, je trouve, influencer sur le retour qu'on peut faire eh bien, d'une série, d'un film ou ici d'un livre, je préfère vous dire dans quelle disposition j'étais. Voilà, sans trop en dévoiler, bien sûr, mais au moins je vous dirai globalement comment j'étais. Alors, est-ce que vous, ça vous est arrivé ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. C'est parti, roulement de tambour. Ah, grand soleil. Grand soleil, ça, je vais être très bref. Écoutez, c'est les vacances pour moi. On est encore au milieu des vacances, donc je n'ai pas encore ce stress de me dire que c'est bientôt le temps de rentrer. Donc je m'amuse. Il fait beau, je suis bien. Donc j'étais vraiment dans un bon mood, sachant que j'avais très envie de lire de la fantasy. Je pense que tous les voyants étaient au vert. Voilà. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, on va passer au cœur de la chronique avec mon retour littéraire et ses différentes parties. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour parler de l'univers. Je vous ai fait différentes catégories qui pourront évoluer selon les chroniques et par rapport au livre que je parle. Là, j'ai fait les choses de façon brève, histoire de ne pas rester trop longtemps dessus. Mais bon, on aura un bon aperçu du théâtre de l'histoire. En début de livre, déjà, nous avons une carte. Et ça permet eh bien, de nous retrouver plus facilement dans le royaume. Elle est certes assez condensée pour ce premier tome, mais elle laisse le champ des possibles car on voit des bouts de continent apparaître sur les extrémités. On verra bien dans les prochains tomes. Même s'il y a plusieurs régions, eh bien on reste dans le même royaume. La monarchie semble le système de politique pour le royaume dans lequel évolue le personnage principal. Il y a un roi, un droit du sang pour accéder au trône. Donc oui, c'est pas il me semble, mais on est dans de la monarchie. Il y a également des duchés sous l'autorité de ce roi, dont un qui semble plus particulièrement être le théâtre politique de l'intrigue du livre. Concernant les peuples, il y a des nomades qui sont très peu décrits, ils font même presque peur, ils sont en retrait, ils ont un dialecte particulier et ils sont qualifiés de païens à cause de leurs méthodes rituelles et qui en plus s'opposent à la religion du continent du héros. Il y a un peuple du nord qui arrive en bateau. Ces bateaux s'appellent des dracars. Oui, ça semble être des vikings, surtout avec leur façon de faire la guerre par rapport à leur culture et même leur religion et leurs nombreux dieux qui eux aussi s'apparentent à la guerre. Enfin, le continent du héros ressemble à un peuple européen, je dirais comme les Anglais par exemple. Il y a un système de nobles qui est lié à la monarchie, il y a des chevaliers, des titres, on peut avoir des terres, tout cela sur fond de religion. Et parlons-en de cette religion. Elle est assez centrale et elle s'inspire clairement du christianisme.
Les différents titres s'apparentent à la hiérarchie, justement, de ce christianisme. On parle des séraphins qui doivent venir apporter la paix et se dresser face au chaos. On parle aussi de personnes qui meurent en martyrs quand elles étaient bien plutôt saintes et saines. Donc, écoutez, on verra bien. Et justement, en fil rouge, le héros va rencontrer plusieurs personnes qui lui annonceront l'arrivée de ce chaos imminent. Et cela, quelle que soit leur croyance, culture ou leur peuple. La religion est importante car elle va venir créer des statues et des légendes qui viendront inspirer ou bien au contraire énerver les foules. Je n'en dis pas plus. Allez, passons directement aux personnages. Les personnages ne sont pas si nombreux que cela pour une œuvre de fantasy. Et ça, je vais pas m'en plaindre. Il y a un glossaire en début de livre où les personnages sont triés par ordre alphabétique et où leur rôle est rappelé. C'est toujours sympa pour les gens qui mettent longtemps à lire des livres de fantasy. Je sais que ça peut exister, donc c'est toujours un plus. La forme narrative de la première personne joue beaucoup. En effet, comme c'est le héros qui rencontre les personnages qui en parlent, il ne peut pas aller décrire ou très peu ceux qui rencontrent de loin. Et oui, par rapport à un narrateur à la troisième personne qui va pouvoir nous faire un petit résumé de ce qui se passe dans les 5 royaumes, là, on suit directement l'action au plus près. Mais pareil, ça ne me dérange pas, ça fait partie du jeu. Le cercle du héros, il est intéressant. Alors oui, ils sont à la fois stéréotypés et en même temps, je leur ai trouvé quand même certaines nuances. L'auteur arrive à faire en sorte qu'on arrive à cerner le caractère d'un personnage pour ce qu'il est lui en tant qu'être humain et personne. Mais il nous montre aussi que parfois Halloween le perçoit de façon erronée, ou en tout cas il interprète mal. Et le fait d'avoir ce différent niveau de culture, de lecture, pardon, eh bien je trouve que c'est bien écrit, forcément, pour arriver à faire ça. J'ai réussi, moi, personnellement, à m'attacher aux liens créés par le héros. Ces relations, eh bien, je m'en souciais, et je souhaitais du bien la plupart du temps pour ses compagnons. Pour les antagonistes, on est clairement, oui, sur des personnages stéréotypés. Après, ça reste fonctionnel et c'est solide. Moi, je suis quelqu'un qui aime la cohérence. Et là, c'est le cas, donc ça me va. Écoutez, je vous ai préparé une petite fiche personnage qu'on va voir tout de suite. Voilà cette fameuse fiche personnage. Donc je pense que sans plus attendre, on va la remplir, hein. Hop, voilà. Donc oui, on va parler d'Halloween. Je sais, c'est le personnage principal. Peut-être qu'à un autre moment, eh bien, nous parlerons d'un personnage plus secondaire ou tertiaire du moment qu'il est bien écrit. Mais là, j'étais vraiment trop attaché à Halloween pour ne pas en parler. Donc sa profession, c'est un voleur invétéré et tellement plus. Oui, ça veut tout dire et rien dire à la fois, mais je vous laisse découvrir ça si vous lisez le livre. Son signe distinctif, c'est que c'est un fils de... Non, c'est qu'il a fait partie de la bande du célèbre Dekin. Voilà, même si c'est vrai eh bien, que sa maman faisait le plus vieux métier du monde. Et alors? Son trait marquant, c'est qu'il met son intelligence au service de son observation. Et ça en fait un personnage vraiment complexe, attachant et surtout eh bien, assez fort. Sa relation aux autres, elle est très très ambivalente. C'est-à-dire qu'il est à la fois méfiant et en même temps, je trouve qu'il donne beaucoup au niveau de son altruisme au vu de ce que la vie, elle, ne lui a pas donné. Il pourrait être rancunier, mais non, il donne. Et donc, pourquoi lui? Eh bien, comme je disais, certes, c'est le personnage principal et que c'est pas forcément original. Mais bon, Halloween, pour moi, il est complexe dans sa façon de penser. Il sait reconnaître chez les autres ce que les autres ne voient pas chez lui. Et ça, c'est grâce à son altruisme, que les autres n'ont pas. Il arrive à passer au-delà de ses émotions qui peuvent pourtant le consumer lorsque c'est nécessaire. Et encore une fois, pour lui, et surtout pour les autres. Les difficultés ne sont jamais longtemps une fatalité, même quand il se retrouve dans certaines positions très très compliquées. Il a soif d'apprendre, c'est ce qui vient nourrir sa complexité en tant qu'être humain. Et c'est ce qui le rend si attachant pour moi. Voilà, une petite fiche personnage tranquille, hein. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc là, on va passer eh bien, au cœur de la chronique. C'est-à-dire que je vais vous faire un retour un petit peu romancé, hein, de comment j'ai traversé le livre et finalement ce que j'en ai pensé à titre personnel. Encore une fois, ce retour n'est pas objectif, m'appartient et il n'engage que moi. Écoutez, bonne écoute à tous. Mais finalement, avec ce livre, qu'est-ce que je cherchais? Je pense que je souhaitais avant tout renouer avec le genre de la fantasy qui est mon préféré depuis toujours. C'est un genre avec lequel je me suis construit en tant qu'ado, en tant qu'adulte,
Et c'est très important, notamment au niveau de toutes les valeurs qui sont transmises à travers toutes les histoires et les personnages que l'on rencontre. D'ailleurs, les distances, je les ai prises sans trop savoir pourquoi. Souvent, la fantaisie, elle est synonyme de gros pavés et de longs cycles, ce qui peut effrayer et empêcher de se lancer, ce que je trouve vraiment dommage. Ce genre a tellement à offrir, et je ne parle pas seulement de tous les sous-genres qu'il existe, mais bien de la richesse que tous les auteurs ont à nous proposer, grâce à leurs plumes. Avec l'Alliance de Fer, je souhaitais revivre une aventure dans laquelle je serais emporté, grâce à un monde incroyable, régi par ses propres règles, bien loin d'une autre, mais surtout grâce à l'écriture des personnages auxquels je m'attacherai plus que de raison. Et même si j'essaye toujours de prendre de recul, eh bien je me laisse toujours absorber. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est réussi. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. J'ai commencé à suivre la vie d'Alwyn à travers ses écrits, car oui, c'est lui qui raconte son histoire. Alors, du coup, au début, je suis resté prudent. Je devais me laisser le temps de me réapproprier le genre. Descriptions physiques qui sont parfois un peu brèves, mais finalement assez imagées pour que je me fasse une idée des traits du visage, de leur posture, de leur caractère. Je devais aussi intégrer la géopolitique du monde. Et qui gouverne? Pourquoi? Quelles sont les religions et croyances? A-t-elle un impact important? Toutes ces questions ont finalement facilement trouvé leur réponse, et en douceur grâce à l'auteur qui nous amène progressivement les informations pour ne pas nous perdre. J'ai appris les coutumes et la culture de ce monde comme lorsque je pars en vacances, c'est-à-dire au contact de la population locale qui, pour beaucoup, ont beaucoup à donner et à partager. Ensuite, je me suis intéressé à Halloween en lui-même. Après tout, il peut bien raconter ce qu'il veut et changer les faits afin de mettre en valeur. C'est sa propre main qui rapporte son histoire. Mais bon, j'ai très vite abandonné cette suggestion. Halloween est un personnage complexe, mais très humain. Il est conscient de ses défauts et n'hésite pas à les nommer du moment qu'ils viennent justifier le statut qu'il a gagné, ou qu'il a usurpé. Tout n'est pas noir ou blanc, mais il existe une multitude de gris dans les actions de notre héros. Et il appartiendra à chaque lecteur de choisir sa nuance en fonction de ce qu'il est lui-même. Nos propres valeurs du quotidien, en tant qu'être humain, vont venir étayer ce que l'on pense de lui. C'est une force de l'écriture de ce personnage, et pour moi, cela le rend sympathique, détestable, et la plupart du temps, énigmatique. À des moments, on ne sait plus quoi trop penser de lui. Il est nécessaire de s'arrêter et de faire le point. Est-ce que la fin justifie les moyens? Pas toujours, il me semble. Mais vous, qu'en dites-vous? Au début de l'histoire, j'étais un observateur qui regardait les scènes se mettre en place, et les personnages interagir au gré des mots qui se succédaient que je lisais avec une certaine distance. Je regardais d'en haut l'histoire se dérouler sous mes yeux, mais avec du recul. Je suivais Halloween avec prudence et un détachement calculé. J'avais envie de me protéger. J'avais peur d'être déçu par l'une de ses décisions ou l'un de ses actes. Il me ferait fermer le livre pour ne plus le réouvrir. Mais on apprend que très vite, la morale n'est pas innée chez lui, et elle semble pouvoir la modeler comme cela l'arrange lorsqu'il décide que c'est nécessaire. La morale n'est finalement qu'un curseur, il peut ajuster où bon lui semble. Après tout, ses fréquentations sont douteuses. Il doit pouvoir se protéger des gens nocifs avec lesquels il vit et avec lesquels il grandit. Il se construit au milieu de ce groupe. Ils sont également plus âgés que lui pour la plupart. Mais pouvais-je vraiment lui reprocher de vouloir se faire apprécier et de s'intégrer au groupe, aussi dysfonctionnel soit-il? Finalement, il n'avait qu'eux. Et puis, avec le temps, avec les pages qui défilaient, à force de le suivre, je me suis mis à observer de façon beaucoup plus proche Halloween. J'avais troqué mon drone contre une caméra à l'épaule dans ma façon de vivre l'histoire. Je souhaitais me rapprocher de l'action, et il a fini par me fasciner. Je ne voulais rien manquer de son parcours. J'étais comme un oiseau perché sur son épaule, silencieux mais fasciné. J'ai partagé ses peines, ses joies, ses déboires, ses trahisons et toutes les autres émotions qu'il a vécues, plutôt subies. J'avais vraiment envie qu'il réussisse dans ses objectifs et j'étais même prêt à l'aider. Je me suis aperçu de mon engagement dans cette histoire à un moment bien précis. C'était lors d'une bataille et je me suis mis à la vivre comme si j'étais à l'intérieur du livre, dans les pages, à courir au gré des mots. Cette dernière était sur le point de commencer. Je sentais la tension monter. Le mal-être ambiant des différents soldats de la compagnie flottait entre nous,
créant une atmosphère pesante et lourde. Les mains se crispaient sur les hallebardes, les faucilles ou autres dagues dans des grincements sinistres, comme annonciateurs du malheur qui allait arriver. Les traits blêmes reflétaient la peur amenée par la charge initiée de l'armée ennemie en face de nous. Ils étaient encore loin et à la fois si proches. Le grondement de leur charge battait nos oreilles comme un avertissement. Je sentais mes pieds essayer de s'enfoncer de manière inconsciente sur le sol. Chez moi, pourtant, j'étais à l'abri dans mon fauteuil. Ma respiration n'était plus régulière et soulevait ma poitrine de façon saccadée. Mes yeux galopaient à toute vitesse sur les pages, d'une ligne à l'autre, en rythme, avec la charge de la cavalerie ennemie. Je ne voulais que rien ne coupe cette scène qui m'avait complètement absorbé. J'essayais de tourner les pages aussi rapidement que possible alors que soudain, mes mains semblaient couvertes de boue séchée, retardant mon geste. J'étais moi aussi dans la bataille, dans ce régiment. Je voulais pourtant connaître la suite, l'impact entre ces deux armées, savoir comment le régiment allait se débrouiller après tant d'efforts. Et en même temps, je doutais. Que va-t-il se passer? Dois-je faire mes adieux à un personnage que j'apprécie? L'histoire va-t-elle prendre un tournant significatif sans aucun retour en arrière possible? Il n'est pas question ici de héros qui savent faire la guerre du jour au lendemain. Je vous l'ai déjà dit, l'atmosphère est pesante, lourde et surtout réaliste. Halloween avait peur, comme moi, et comme chacun des hommes et femmes autour de nous. Je le ressentais au plus profond de mon être. Le goût singulier du fer lié au sang et au stress me piquait la langue. J'avais pour ma part l'impression de m'être mordu la mienne. Il se tenait derrière son ami hallebardier, comme à l'entraînement. J'avais pour ma part choisi de me tenir derrière lui, une main sur l'épaule pour ne rien couper de l'action, même si j'avais très peur. Je tiendrai cette formation comme on nous l'a appris à l'entraînement, avec la discipline que nous avions intégrée et tant répétée. Nous allons tenir. Non, nous devons tenir. Mais la peur prenait le dessus progressivement. Je la sentais tapis, remonter tout mon corps pour venir écraser mon cœur et mes poumons. Je sentais des palpitations battre au niveau de mes tempes. Autour de nous, les vessies se relâchaient, des estomacs se vidaient. L'odeur de la guerre, je vous le dis, n'a vraiment rien de glorieux. Les petits points que dessinaient les soldats ennemis étaient maintenant assez distinctifs pour représenter des visages. Autant de nez et de bouches tordus par la haine et l'affrontement imminent. Ils hurlaient leur rage et leur peur, ils essayaient de galvaniser leur charge. Contracté, je retenais ma respiration à m'en faire mal à chacun de mes muscles. Alors que j'essayais de tourner une ultime page, d'une main tremblante et fébrile, les ennemis se jetèrent sur notre première ligne dans des cris terrifiants. Un concert d'acier et de bois s'entrechoquant me ramena à l'instant présent. Je sentis Halloween reculer et glisser sur le sol qui n'était déjà plus qu'une boue insipide. Je semblais aussi reculer sous le choc, mais mon dos finalement ne rencontra que le dossier de mon fauteuil. Je m'éloignai inconsciemment du livre sous le coup de l'émotion. La chair de poule me traversa. Alors que je m'apprêtais à tourner la page, l'ultime page, des questions m'envahirent. Est-ce que je veux réellement connaître la suite? Et vous? Est-ce que vous voulez connaître la suite? Eh bien, si c'est le cas, lisez cette histoire et dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était métaphorique. Oh, silence! Allez, on se retrouve pour la question du bibliothécaire et sur un ton un petit peu plus léger pour terminer cette chronique. Je trouve ça sympa qu'on se quitte avec une question afin de se dire des choses à la prochaine chronique. La question est très simple et la suivante. Sur quel support lisez-vous le plus? Est-ce que c'est un support électronique comme une tablette qui est dédié qu'aux livres ou que vous utilisez pour plein de choses? Est-ce que vous préférez le format papier, les livres de poche, les grands livres ou peut-être même les livres avec une édition spéciale? Je ne sais pas. Dites-moi tout cela en commentaire, ainsi que tout ce que vous avez pu penser de la vidéo, si vous avez des choses à suggérer, si vous voulez partager les moments que vous avez préférés pour ce premier épisode. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout à vous abonner. C'est comme ça que la force va venir pour cette chaîne. En tout cas, il est temps pour moi de retourner à mes lectures et de vous souhaiter à vous plein d'aventures. Et on se retrouve au prochain livre, mes petites pages écornées. Allez, bye!